Bienvenue dans ce 29e numéro de Tous Azimuts. Une personnalité hors du commun, une héroïne de la Seconde Guerre mondiale, une des femmes les plus décorées de France, la marraine de la Légion étrangère. Elle s'appelait Leïla du Loir. Elle était née dans une famille princière du Caucase. Et Guillemette de Sérigné lui consacre une biographie imposante et très vivante, la circassienne chez Robert Laffont. Guillemette de Sérigné, bonsoir. Bonsoir. Également sur le plateau, Roland du Loir, président d'honneur du Conseil général de la Sarthe. Et très au fait du quotidien. Tout à fait. Et neveu de Leïla du Loir, par alliance. Neveu direct par son mari. Tout à fait. Donc vous témoignerez, vous l'avez bien connu, vous témoignerez de sa personnalité et de son implication dans votre famille. Également avec nous, notre excellente consoeur du Maine Libre, Frédéric Bréau, qui signe une interview de vous ce matin dans le Maine Libre et qui nous parlera, comme à son habitude, des quelques coups de cœur littéraires. Mais tout de suite, on commence. Alors, Roland du Loir, d'abord, je le disais, vous avez été élu à l'unanimité, je crois, président d'honneur du Conseil général de la Sarthe hier, c'est ça? Oui, c'est la porte de sortie, mais c'était très sympathique. De toute façon, vous ne vous représentiez pas au cantonal, donc... C'était mon choix, annoncé depuis 3 ans, et voilà, je suis parti en ayant fait ce que j'avais voulu faire, c'est-à-dire garder la majorité et transmettre le flambeau à quelqu'un de chez moi, et à Jean-Marie Jevaux en l'occurrence. Très bien, vous étiez président depuis 1998 du Conseil général, vous aviez succédé à un certain François Fillon. Voilà. Et à l'époque, vous étiez un peu rivaux. Nous étions rivaux en 92, puisqu'il m'avait battu dans une primaire à 1 voix, et c'était lui qui est devenu le président, alors que moi je m'y attendais, mais c'est lui qui est venu me chercher en 98 pour lui succéder. Alors vous savez, tout est bien qui finit bien. Très bien. Je rappelle bien entendu que vous êtes vice-président du Sénat depuis 2004, sénateur depuis 1977. Vous étiez le plus jeune sénateur français. À l'époque, vous aviez 37 ans. Et vous succédiez à votre oncle, Ladislas, ce qui nous amène directement au livre et la biographie de votre tante par alliance, la comtesse Leïla du Loir, née à Gondokov. On va d'abord parler justement de Gali. À Gondokov, et puis on parlera un petit peu après de Leïla du Loir. Guillemette de Sérigné, dans votre livre, La circassienne, chez Robert Laffont, vous la décrivez ainsi dès le début. C'est une femme hors norme, russe d'origine avant de devenir française, une héroïne de la Seconde Guerre mondiale, l'une des rares figures féminines exaltées par la Légion étrangère, une femme dont la vie incroyablement romanesque est tissée au soubresaut du XXe siècle, et je dirais une sacrée bonne femme. Oui, c'est même extraordinaire qu'en fin de compte, elle ne soit pas plus connue du grand public, parce qu'on se dit quand même que c'est une femme hors norme. Par exemple, c'est pas un hasard si la Légion, qui n'est quand même pas forcément très féminisée, en gros, exalte deux femmes. D'une part, la Miss, comme on l'appelle, Suzanne Travers, qui a accompagné qui était qui a été chauffeur du général Koenig à Bir Hakeim, et puis Leïla du Loir, marraine du 1er régiment étranger de cavalerie et quand même très grande dame des combats de 1940. C'est ça, je crois. Oh, la fée, mais surtout même marraine, ça a un côté extraordinairement enfantin presque, et ça correspond tout à fait à la vénération et aussi à l'affection profonde que lui vouaient les légionnaires. Alors, Leïla du Loir était née en 1898. Elle avait été prénommée Allah. Celle qui porte une auréole, en référence aux concessions aux origines musulmanes de la famille, mais elle portait aussi le prénom El Miskan, mais on l'appelait Gali. Ça commençait à être un peu compliqué dès le départ. Non, mais c'est extraordinaire, cette femme, elle a quand même un nombre, effectivement, même pour les deux familles, par exemple, chez les Gondokov, aujourd'hui, on parle de tante Irène, mais chez les du Loir, on parle de tante Leïla. Elle s'appelait Allah de son nom de baptême, si j'ose dire, mais on avait rajouté le patronyme kabardien de El Miskan, qui n'est pas forcément excessivement féminin et qui pouvait augurer de l'âme de chef qu'elle a développée par la suite. Mais toute sa famille, enfant, l'appelait Gali. Gali, G-A-L-I.
Alors, elle était née à Saint-Pétersbourg, mais originaire du Caucase du Nord, d'où le titre de votre livre, qui ne fait pas référence au cirque, mais au Caucase, la circassienne. Ça, on se rend compte que peu de gens savent que les circassiens, ce sont les Caucasiens du Nord, et plus exactement, on appelle aussi Tcherkesses chez les Russes, et plus exactement, elle venait d'une famille de Kabardi, Oui, Kabardino-Balkari, qui semble un nom un peu sorti des albums de Tintin. Oui, c'est ce que dit Thierry Gandillot dans l'excellent papier qu'il vous consacre dans les Échos, en effet. Mais qui est en fait une des 7 républiques autonomes du Caucase du Nord qui sont aujourd'hui liées à la Fédération de Russie et qui sont ravagées quand même par le terrorisme islamique et la corruption. Et donc c'est un endroit, j'avoue, où je n'ai pas suivi Gali, même si je suis allée à Saint-Pétersbourg et dans beaucoup d'autres lieux qu'elle a connus. Elle était issue d'une famille princière, expliquez-nous ça. Oui, alors princière, c'est-à-dire c'était en fait, si vous voulez, ces princes, ce sont des chefs de tribu. On dit d'ailleurs qu'au Caucase, il y a à peu près autant de princes que de moutons. Donc voilà. Mais ils ne se sont jamais prévalus du titre de prince. Mais de la princesse, elle avait quand même l'allure, en tout cas. Son père, Constantin, est devenu général à 45 ans. Sa mère, Élisabeth, était fille de militaire. Le fait qu'elle ait le destin dont on va parler ensuite, c'était atavique alors. Mais c'est pour ça que je pense que c'était absolument nécessaire de plonger dans ses racines familiales pour comprendre quand même cette femme exceptionnelle. Et ce père, qui était quand même son modèle, et dont le dernier poste a été d'être gouverneur de la Russie, de la Sibérie orientale et attamant des Cosaques de l'amour, ce que j'adore, c'est-à-dire attamant, c'est-à-dire chef des Cosaques de l'amour. Là déjà, il y a quand même pas mal de rêves inscrits dans cette vie. Alors, ce qui est très étonnant, c'est, je voudrais savoir comment vous avez fait pour reconstituer, parce qu'après, quand elle devient comtesse du Loir, je dirais que c'est un peu plus facile, j'imagine, mais tout le début de sa vie au Caucase, en Russie et tout ça, comment vous avez appris tout ça En gros, si vous voulez, à partir de 1940, là j'avais des éléments. D'abord, il y avait des gens de sa formation chirurgicale mobile, qui va être le grand œuvre de sa vie, qui ont laissé des souvenirs. Il y avait des gens qui l'avaient rencontré. Il y avait la mémoire très précieuse des Duluards qui m'ont infiniment aidé dans cette enquête. Mais avant, c'était pas évident. Alors heureusement, j'ai eu la grande chance de pouvoir rencontrer et interviewer le dernier de ses frères, son tout petit frère qui avait quand même 97 ans quand moi je l'ai interviewé. Et pendant 2 ans, j'ai réussi à capter un peu cette mémoire qui m'a permis un peu de reconstituer l'enfance. Et puis je suis extrêmement reconnaissante à beaucoup de membres de la communauté russe blanche qui en fin de compte m'ont prêté, si vous voulez, leur mémoire, souvent des témoignages inédits, et qui m'a permis, si vous voulez, de reconstituer. En gros, les étapes, je les avais, mais j'avais pas. Il fallait quand même meubler un peu et essayer d'imaginer cette vie. Donc, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des éléments qui soient peut-être un peu romancés, mais disons, je pense que vraiment la base historique est à peu près fiable. On parlera des éléments romancés ensuite avec Roland Duluard, qui n'est pas visiblement, si j'en crois ce qu'il a dit à Frédéric Bréau dans le même livre, pas tout à fait d'accord sur certaines choses, mais on va y venir tout à l'heure. Vous dites qu'elle était une adolescente presque ingrate, devenue une superbe jeune fille. Oui, elle a un physique d'ailleurs qui même pour nous n'est pas tellement... Je trouve que les photos, moi qui ne l'ai jamais rencontrée, lui rendent pas forcément justice. Or, vraiment, c'est absolument unanime. Tous les gens qui l'ont rencontrée, jusque dans son grand âge, me témoignent de sa grande beauté, de sa classe extraordinaire. Mais effectivement, je pense que c'est une jeune fille qui, c'est peut-être au contact des autres et au contact de cet autrui qui va vraiment conditionner, enfin ce service d'autrui qui va conditionner sa vie, qu'elle a trouvé sa vraie dimension de femme. Au début du livre, vous la comparez au personnage de Lara dans Docteur Zhivago. Mais oui, enfin parce qu'il y a cette phrase de Pasternak que je ne sais pas par cœur, mais où il décrit comme ça une femme qui dès l'enfance, en fin de compte, a été portée par un élan et qui va tout faire avec facilité, avec légèreté. Et c'est vrai que cette Leïla, ce qui est quand même extraordinaire, elle sait tout faire. Alors je sais bien que nos grands-mères disaient que ce qu'on commande, on doit savoir le faire. Mais elle sait tout faire. Elle s'est plongée le nez dans un moteur, elle s'est montée une
tente de sorte qu'elle ne soit pas de guingois. Elle sait faire évidemment la cuisine. Elle sait empoigner une serpillière si elle trouve que le sol n'est pas propre. Non seulement elle n'a peur de rien, mais elle sait vraiment comme ça se mettre au niveau de la vie matérielle de base. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et tel que vous la racontez aussi, une femme moderne, une femme en avance sur son temps dès son plus jeune âge. Elle devient infirmière. C'est là qu'elle deviendra amoureuse d'un capitaine blessé, Nicolas, qu'elle épousera enceinte. Voilà, alors, elle n'a pas 20 ans. À 17 ans, si vous voulez, elle se retrouve donc dans son Caucase, non pas natal, mais enfin le Caucase, près du fief familial, et elle se met au service des blessés. On est en plein de la guerre de 14 commence. Ça n'a rien d'extraordinaire à ce moment-là, puisque en fait toutes les jeunes filles de la bonne société russe se mettent comme ça au service des blessés. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le charisme qu'elle révèle dans ce service d'autrui, qui très vite c'est vraiment sa marque de fabrique. Et je pense que c'est un peu l'expérience fondatrice de sa vie, de se rendre compte qu'une vie, en fin de compte, n'a de sens vraiment que si elle est au service des autres. Roland du Loir, vous avez lu bien sûr le livre de Guillemette de Sérigné. Toute cette enfance, sa jeunesse et tout ça que vous ne connaissiez pas, et pour cause, ou peut-être par bribes, pour en avoir parlé avec elle, vous la reconnaissez telle que vous l'avez connue dans son enfance, dans sa jeunesse? Oui, sous bien des aspects, bien sûr. La seule chose, c'est qu'elle n'aimait pas tellement en parler. C'était assez curieux. Non, mais il y avait même des choses qu'elle cachait, par exemple son mariage. Enfin... Oui, ça veut dire que Guillemette m'a assuré avoir découvert avec certitude un certain nombre de choses que j'ai cru, bien sûr, parce que je fais confiance à un écrivain. Mais sur le coup, j'étais assez étonné parce que j'avais jamais entendu que son premier mari a vécu très longtemps, je crois jusqu'en 1969. Oui, parce que alors, quand pour moi, il était mort pendant l'exode des Russes blancs partant vers l'Asie et poursuivis par les hordes bolcheviques. C'était ça l'idée que j'en avais. J'ai les documents. C'est ce qu'elle avait raconté à votre famille, à vos parents, à votre oncle. Elle était veuve. Alors qu'elle était divorcée. Je crois qu'elle n'en parlait pas tellement. C'est un flou artistique. Je crois qu'elle était quand même maîtresse pour un peu se créer aussi, se forger sa propre légende. Oui, c'est ça. Elle l'avait déjà un peu forgé sa légende. Et puis, c'était une femme très belle, qui avait été mannequin en arrivant à Paris, qui avait fondé sa maison de couture et qui impressionnait beaucoup les hommes. Et puis, j'avais mon oncle Ladé, qui a été comme moi parlementaire. Ladé, c'est Ladislas. Ladislas, oui, ben son frère aîné, Roland, parce qu'on ne change pas beaucoup dans la famille les prénoms, lui et mon père étaient des hommes qui avaient un certain succès auprès des femmes, qui sortaient beaucoup à cette époque. On le dit dans le livre, ça c'est vrai. C'est probablement vrai. Et ils ont formé tous les deux un magnifique couple, c'est sûr. C'est un vrai souvenir. Donc elle se marie et puis ils partent dans un périple insensé, la Révolution, la guerre, la Chine, les États-Unis. Ce qui est extraordinaire, ils se trouvent au Caucase. Or, lorsqu'on est au Caucase, qu'on est russe blanc, qu'on est forcé d'émigrer, puisque les armées blanches sont en train d'être écrasées, les gens partent vers Constantinople, qui est juste de l'autre côté de la mer Noire. Or, eux vont faire le choix, et j'ai compris pourquoi, puisque, semble-t-il, Nicolas Bajenov, son premier époux, avait été recruté par la banque russo-chinoise qui était à Shanghai, et donc ils ont fait le choix de traverser la Sibérie pour aller jusqu'en Asie, c'est-à-dire 9000 km, avec un mari qui était quand même grand blessé de guerre, un petit garçon qui devait avoir 1 an ou 18 mois, et ils ont fait ce périple qui leur a pris en gros presque une année, parce que c'était vraiment le voyage de tous les dangers. Et puis ensuite, elle divorce à 24 ans, c'est ça ? C'est-à-dire son mari, qui semble-t-il avait quand même eu une blessure épouvantable et avait un caractère difficile. Donc il divorce en 1922. Et une fois que ce divorce est prononcé, elle va essayer de rejoindre sa famille, dont elle sait maintenant qu'elle a gagné la France. Et c'est donc en France. Mais elle passe par les États-Unis. Elle passe rapidement par les États-Unis, mais elle aura l'occasion d'y revenir. Vous le disiez, Roland du Loir, en 1922, elle est mannequin chez Chanel. Bon.
Et ça, c'est attesté, c'est extraordinaire, parce que le Conservatoire Chanel m'a retrouvé les dates d'embauche, le salaire d'embauche de Gali Bajenov, comme on l'appelait à ce moment-là, puisqu'elle avait gardé le nom de son premier époux. C'est ça. Mais cela dit, on pense que ça doit être une personnalité qui devait séduire Gabrielle Chanel, enfin, qui devait tout à fait, aimer ces femmes de caractère, enfin... Et je pense que Chanel aussi a servi de modèle aussi à Leïla plus tard, dans cette indépendance, cette manière souveraine de conduire sa vie, parce que je trouve que c'est la première marque de Leïla, c'est vraiment le fait qu'elle ne demande à personne, elle ne confie à personne le soin de décider de son sort. Non, ça c'est elle qui est vraiment maîtresse de sa vie. Vous le disiez, elle crée une maison de couture. En 1926, elle crée une boutique de parfum à Deauville. Oui, là, elle travaille pour Paul Poiret. Je pense qu'au bout d'un moment, quand même, avec Chanel, elle a dû un peu se cogner. Donc, elle prend une certaine indépendance et elle part effectivement diriger une boutique de Paul Poiret à Deauville. Et après, elle va créer donc cette maison de couture qu'elle baptise d'ailleurs de son nom kabardien, ou de la moitié de son nom kabardien, puisqu'elle l'appelle Elmis, et c'est une maison de couture qui va avoir une certaine renommée pendant un moment, et puis après la crise arrive, enfin bref, en 1931 elle va vendre cette maison de couture, et je pense qu'elle a déjà quand même plus ou moins jeté un peu son dévolu sur Ladislas du Luard, en trouvant ce qui est absolument la réalité, c'est que c'est un des célibataires les plus convoités et les plus séduisants de Paris, et que voilà. On va en parler dans un instant. On passe une petite page de réclame et on parle de Leïla, qui va bientôt devenir Leïla, et Ladislas du Luard. À tout de suite.